On connaît tous ces personnes qui parlent constamment de leurs grands projets, le concept révolutionnaire qu'elles vont lancer, cette vie incroyable qu'elles sont sur le point de construire, et pourtant, les années passent et rien. Pas la moindre petite avancée concrète. Souvent, on se dit juste, bon, fais de la paresse. Eh bien, pas du tout. Franchement, c'est même tout l'inverse. Ces personnes ne sont pas feignantes. Elles sont littéralement prises au piège par leur propre cerveau. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau décryptage, on va explorer les 6 raisons psychologiques pour lesquelles les grands rêveurs n'agissent jamais, avec un focus très particulier sur nos propres biais culturels, ici en France. C'est parti! La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Est-ce que les grands rêveurs sont juste paresseux, ou bien est-ce que leur propre esprit travaille secrètement contre eux? C'est fou quand on y pense, mais les individus les plus visionnaires et passionnés échouent souvent à passer à l'action, non pas par manque d'envie, mais à cause de barrières psychologiques totalement invisibles. L'esprit humain, c'est à la fois notre meilleur allié et notre pire saboteur. Du coup, on va éplucher ça couche par couche pour vraiment comprendre ce qui bloque la machine. Et ça commence tout de suite avec la première couche, le fameux piège de la réflexion. Alors, la simulation mentale, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, notre cerveau a un petit bug d'origine. Il a un mal fou à faire la différence entre le fait de penser à un objectif et le fait de le réaliser pour de vrai. C'est un piège redoutable. Quand on s'imagine en train de réussir, qu'on visualise la ligne d'arrivée, bim, le cerveau libère une petite dose de dopamine. C'est une récompense totalement prématurée. C'est littéralement comme regarder la photo d'un énorme festin quand on meurt de faim. Pendant une fraction de seconde, le cerveau y rassasie. Sauf que cette minuscule satisfaction, elle tue instantanément l'urgence, la faim et la rage dont on a besoin pour faire le vrai boulot, le travail ingrat. Et alors ça, dans notre culture française, ça prend une ampleur dingue. Chez nous, la tradition intellectuelle, c'est sacré. On adore les grands penseurs, les philosophes, les débats interminables pour refaire le monde. Du coup, dire « je réfléchis à mon projet », c'est perçu comme quelque chose de super noble, de très respectable. Mais soyons honnêtes 2 secondes, très souvent c'est juste une magnifique couverture pour la procrastination. On masque une inaction totale sous une aura d'analyse profonde. Pratique, non ? Là, on pourrait légitimement se dire « oui, mais si on est ultra motivé, ça devrait casser ce blocage, non ? Vouloir quelque chose de toutes ses forces, ça doit bien suffire. Eh bien, préparez-vous parce que c'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Une motivation extrême, ça empire souvent les choses. Pourquoi ? Parce que toute cette effervescence, cette excitation débordante, ça sert en fait de bouclier. Un bouclier parfait pour masquer une peur beaucoup plus sombre, beaucoup plus profonde, qui paralyse absolument tout. Ce qui nous amène logiquement à la 2e couche de notre psyché, la peur de l'échec. C'est le secret le mieux gardé des grands rêveurs. Tant qu'un projet reste dans la tête, sur un beau carnet de notes ou dans un tableau Excel, il est parfait. Il est à l'abri, totalement protégé de la brutalité du monde réel et du risque d'échouer. Et pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, 14 000, c'est le nombre de recherches mensuelles pour l'expression syndrome de l'imposteur, uniquement dans la sphère francophone. 14 000, c'est colossal. Ça prouve bien que des milliers de personnes vivent au quotidien avec cette angoisse sourde d'être démasquées, de ne pas être à la hauteur. C'est un véritable fléau invisible. Il suffit d'imaginer la balance. D'un côté, on a le fait d'essayer et d'échouer. Dans un système où l'échec est souvent pointé du doigt, on le sait très bien, en France, rater du premier coup, ça vous colle vite une étiquette sur le front. Un échec peut carrément briser la dignité d'une personne. De l'autre côté de la balance, on a la planification interminable. Là au moins, la fantaisie reste intacte et sécurisée. Le choix inconscient de notre cerveau est fait en une microseconde. Il préfère 1000 fois la cachette d'oyette de la préparation éternelle. Mais cette fameuse préparation a un coût mental énorme. Et c'est notre 3e couche, l'épuisement par l'analyse. Une fois qu'on est coincé dans cette boucle infinie, un nouveau mirage apparaît. C'est la cible mouvante de la préparation. On attend indéfiniment le moment parfait. D'abord, on se dit « il me faut un peu plus de budget ». Ensuite, « ah, il me faut plus d'expérience, encore une formation ». Puis, il faut vraiment que je réduise tous les risques. La ligne de départ recule en permanence. La réalité, celle qu'on refuse souvent d'admettre, c'est que la vraie préparation, elle arrive pendant l'action, pas avant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais notre cerveau déteste cette idée. Et là, on sort la phrase magique, l'excuse en or massif, « quand j'aurai le temps » ou « quand la conjoncture sera meilleure ». Franchement, qui n'a jamais dit ça? Culturellement, c'est une excuse totalement acceptée, surtout dans un système qui valorise la stabilité avant tout, comme la sécurité de l'emploi et les très longues études bien linéaires, avant même d'oser prendre le moindre risque. C'est une pirouette très intelligente, très polie, pour repousser l'action à plus tard, c'est-à-dire à jamais. Et le résultat de tout ça? La fameuse paralysie par l'analyse. Il suffit d'imaginer un processeur d'ordinateur qui surchauffe et qui finit par griller. C'est exactement ce qui se passe dans la tête. Notre sacro-sainte rigueur pousse à décortiquer chaque angle, chaque scénario catastrophe, chaque petit détail. Conséquence, avant même d'avoir fait le premier pas, toute l'énergie mentale a été siphonnée, évaporée. Ce n'est pas qu'on a la flemme de courir, c'est qu'on est mentalement épuisé d'avoir simplement imaginé toute la course. Bon, faisons une pause.
Et si le vrai problème n'était pas seulement ce que l'esprit calcule et analyse, mais plutôt qui le rêveur croit être au fond de lui? L'énergie mentale, c'est une chose, mais quand on touche à l'identité profonde, à la place qu'on occupe dans la société, là on rentre dans une toute autre dimension. On attaque donc la 4e couche, le poids écrasant de l'identité. Il faut savoir que le job numéro 1 de notre cerveau, c'est la cohérence. Il veut à tout prix maintenir l'identité qu'on s'est construite au fil des années. Et il va se battre comme un lion contre n'importe quelle action qui vient contredire cette image. Prenons un exemple ultra classique chez nous. On a un schéma social très rassurant. Devenir fonctionnaire, sortir d'une grande école de commerce ou d'ingénieur, avoir un parcours sans faute. En face de ça, la voie de l'entrepreneur ou du créatif, c'est l'imprévisible total. Si notre identité est profondément ancrée dans cette sécurité bien cadrée, passer à l'action pour réaliser un rêve atypique ne ressemble pas juste à un risque financier. Le cerveau perçoit ça comme une trahison identitaire, une véritable désobéissance sociale. Ce qui nous conduit directement à la 5e couche de notre analyse, le culte du potentiel. C'est un constat un peu tragique, mais tellement vrai. Beaucoup de grands rêveurs sont carrément accros au glamour de leur propre potentiel inexploité. C'est grisant d'être la personne qui a un potentiel énorme. Le talent brut, c'est magnétique, tout le monde admire ça. Dans notre système éducatif, être le petit génie doué qui réussit sans avoir l'air de forcer, c'est la classe absolue. À l'inverse, l'effort quotidien, la régularité, le travail acharné, c'est répétitif, c'est moche et ça ne brille pas du tout en société. Faire des grands discours enflammés sur sa vision de génie, ça attire la lumière. Se lever à l'aube pour bosser dans l'ombre et dans la difficulté, ça n'intéresse personne. En résumé, le potentiel, ça ressemble à une magnifique promesse, alors que l'effort, c'est l'enterrement du fantasme. Se mettre vraiment au travail donne souvent l'impression de reculer. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous oblige à regarder bien en face l'immense fossé qui existe entre le génie qu'on s'imagine être dans notre tête et le niveau souvent très moyen auquel on commence réellement. Et ça fait très mal à l'ego. L'effort tue littéralement la magie. Alors, la vraie question maintenant qu'on a vu tout ça, quel est l'ultime secret? Qu'est-ce qui arrive à faire sauter tous ces verrous? L'illusion d'agir, la peur de l'échec, la paralysie mentale, le poids de l'identité? Il y a forcément un déclencheur suprême qui force enfin un rêveur à passer à l'action, non? C'est l'heure de la révélation finale, notre 6e et dernière couche, le déclencheur ultime. La vérité brute, la voici. Toutes ces barrières psychologiques qu'on vient de lister, elles ne survivent que tant que la douleur de rester immobile est tolérable. Le point de bascule est chirurgical. Un grand rêveur se transforme en faiseur à la seconde exacte où le regret écrasant de ne rien faire devient soudainement plus lourd, plus douloureux et plus insupportable que la peur et l'inconfort de l'effort. C'est purement une question de seuil de douleur. L'action se produit très précisément quand notre dignité est plus menacée par le fait de ne rien faire que par le risque de rater publiquement. Et ça, dans une société qui attache une importance vitale à la fierté, à la réputation et au regard des autres, c'est le stade ultime. Parfois, il faut presque toucher le fond, avoir tellement honte d'être celui qui ne fait que parler et brasser de lait pour que le charme du « je le ferai demain » se brise enfin. C'est à cet instant précis que le cerveau abdique et dit « Ok, c'est bon, on y va ». Pour clôturer ce décryptage, voici une petite pensée provocatrice à garder en tête. Parmi toutes ces forces invisibles qu'on vient d'analyser, laquelle contrôle notre esprit en ce moment même? Que ce soit la fausse satisfaction de s'imaginer réussir, la peur paralysante de l'échec ou le culte de son propre potentiel, identifier ce frein caché, c'est littéralement la seule étape indispensable pour briser définitivement le cycle de l'inaction et enfin démarrer. Réfléchissons-y. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de notre psychologie et à très vite pour une nouvelle exploration tout aussi passionnante.